Bienvenue dans les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Ce soir, nous vous présentons 7 des récits les plus glaçants et véridiques, racontés par les hommes et les femmes qui protègent le premier parc national des États-Unis, Yellowstone. Il ne s'agit pas de légendes urbaines ou de contes à raconter autour d'un feu de camp. Ce sont des témoignages documentés, des rapports d'incidents jamais rendus publics, des récits recueillis directement auprès des rangers qui ont vécu des expériences défiant toute explication dans l'une des régions les plus sauvages et dangereuses des États-Unis. Yellowstone s'étend sur plus de 8000 km² de terre sauvage, où les forces géothermiques grondent sous vos pieds et où la faune surpasse les visiteurs par milliers. C'est un endroit où les gens disparaissent sans laisser de traces, où la nature garde des secrets que les autorités préféreraient voir enterrés. Ceux qui patrouillent dans l'arrière-pays de ce parc immense témoignent parfois de phénomènes qu'aucun rapport officiel ne peut décrire. Si vous êtes attiré par des récits d'horreur authentiques, inspirés de faits réels, abonnez-vous à Dossiers Enfouis et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les ténèbres qui rôdent juste au-delà des sentiers balisés. Durant cette période, j'ai répondu à d'innombrables urgences dont la plupart des gens ne lisent que les titres dans les journaux. J'ai pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur des touristes victimes de crises cardiaques en haute altitude. J'ai documenté des attaques d'ours bruns où des grizzlies défendaient leur territoire contre des randonneurs trop intrusifs. J'ai vu des visiteurs glisser sur des passerelles mouillées et tomber dans des eaux assez chaudes pour dissoudre des tissus humains en quelques minutes. J'ai passé 3 jours à chercher un homme qui s'était éloigné de sa famille près d'Old Faithful et dont le corps a été retrouvé plus tard, mort de froid, dans un ravin enneigé. J'ai assisté à un suicide au Grand Canyon de Yellowstone, où un jeune homme a escaladé la barrière de sécurité pour sauter dans la rivière, 90 mètres plus bas. Ces expériences m'ont endurci. Elles m'ont appris que la nature se moque de la vie humaine et que les tragédies en milieu sauvage ressemblent rarement aux versions édulcorées présentées dans les vidéos de sécurité pour les visiteurs. Mais rien dans ma formation, rien dans mes années d'expérience, rien dans les scénarios d'urgence que j'avais répétés ne m'avait préparé à ce que j'ai découvert à Pelican Creek durant l'été 2019. C'était début juin, juste après la fonte des neiges printanières, lorsque les permis de camping dans l'arrière-pays sont délivrés pour les régions les plus reculées du parc. Les journées étaient longues et chaudes, mais les nuits glaciaient encore dans les altitudes élevées. C'est la saison où les randonneurs expérimentés s'aventurent profondément dans des zones qui ne voient peut-être qu'une douzaine de visiteurs par an. Pelican Creek est l'une de ces zones. Située dans la section nord-est du parc, elle n'est accessible qu'après une randonnée épuisante de 11 km depuis le point de départ le plus proche. Il n'y a pas de sentiers entretenus au-delà des 2 premiers kilomètres. La navigation exige des compétences en orientation à la boussole et à la carte, que la plupart des randonneurs occasionnels ne possèdent pas. Le terrain est impitoyable, des forêts denses de pins lodgepole cèdent la place à des marais où l'on s'enfonce jusqu'aux genoux dans la boue. Les grizzlies y sont courants. Il n'y a pas de réception téléphonique. C'est le genre d'endroit où, si quelque chose tourne mal, vous êtes seul jusqu'à ce que quelqu'un remarque votre disparition. Et cela peut prendre des jours. L'appel est arrivé à 6h30 du matin sur ma radio. Le central m'a informé qu'un randonneur avait signalé avoir trouvé un campement abandonné près de Pelican Creek. Le randonneur a déclaré que la tente était toujours debout, que le conteneur à ours était rempli de nourriture et que l'équipement de camping était dispersé autour du site, comme si l'occupant avait simplement disparu en plein repas. Cela était préoccupant, mais pas sans précédent. Parfois, les campeurs sont effrayés par la faune et abandonnent leur équipement pour sortir plus vite. Parfois, ils se blessent et laissent tout derrière eux pour chercher de l'aide. J'ai attrapé mon sac, les chargés de fournitures médicales et d'équipements de communication d'urgence, et j'ai commencé la randonnée à l'aube. Le sentier était boueux à cause des pluies récentes. J'ai avancé rapidement, couvrant les 6 premiers kilomètres en un peu plus d'1 heure. La forêt était silencieuse, à l'exception des cris occasionnels d'un corbeau et du grondement lointain de Pelican Creek, gonflé par la fonte des neiges. En approchant des coordonnées signalées, j'ai commencé à chercher des signes d'activité d'ours, excréments frais, troncs déchirés, griffures sur les arbres. Si un ours avait pillé le camp, il y aurait des preuves. Mais je n'ai rien vu. La forêt semblait fausse, trop silencieuse, trop immobile. J'ai passé assez de temps dans l'arrière-pays pour faire confiance à mon instinct, et la nature se taisait. J'ai trouvé le campement exactement là où le randonneur l'avait marqué sur son GPS. La tente était un modèle de montagne haut de gamme, coûteux et bien entretenu. Elle était correctement ancrée, et la bâche était sécurisée. Mais le panneau arrière de la tente avait été coupé. Pas déchiré par un animal. Coupé. Une entaille verticale nette d'environ 90 cm,
faite avec une lame tranchante. Je me suis agenouillé et j'ai examiné les bords du tissu coupé. La découpe était délibérée et précise. Ce n'était pas un ours. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait pris un couteau et méthodiquement ouvert l'arrière de cette tente de l'extérieur. À l'intérieur de la tente, j'ai trouvé un sac de couchage étalé à plat. Il y avait du sang sur l'oreiller. Pas une grande quantité, mais assez pour indiquer un saignement de nez ou une blessure légère à la tête. La lampe frontale de l'occupant pendait toujours du plafond de la tente. Un livre était ouvert sur le tapis de sol. Qui que ce soit qui était ici avait quitté les lieux en hâte, ou avait été forcé de partir. Je suis sorti avec précaution, en essayant de ne pas perturber les éventuelles preuves, et j'ai commencé une recherche plus large de la zone. À 15 mètres de la tente, j'ai trouvé un sac à dos accroché à une branche d'arbre, suspendu correctement pour éviter les ours. À l'intérieur se trouvait un portefeuille, des clés de voiture et un téléphone avec une batterie morte. Le portefeuille appartenait à une femme nommée Sarah Chen, âgée de 29 ans, titulaire d'un permis de conduire de Californie. J'ai radioé le central avec ces informations et j'ai continué mes recherches. La découverte suivante m'a glacé le sang. À 3 km à l'est du premier campement, j'ai trouvé une autre tente abandonnée. Celle-ci était plus ancienne, un modèle économique qui avait connu des jours meilleurs. Elle aussi avait une découpe nette dans le panneau arrière. Le sac de couchage à l'intérieur semblait avoir des traces de sang séché à l'extérieur. Le réchaud de camping était froid, mais avait été utilisé récemment. J'ai trouvé une étiquette de permis attachée à un arbre à proximité. Ce campement avait été attribué à une femme nommée Jessica Ramirez, 3 semaines plus tôt. Elle avait déposé un itinéraire de randonnée en solo pour 5 jours. Selon les registres, elle avait quitté le parc à temps et était partie en voiture, ou du moins, quelqu'un utilisant son véhicule avait quitté le parc. Je fonctionnais désormais sur l'hypothèse que j'avais affaire à une scène de crime, voire à plusieurs. J'ai demandé des renforts par radio et j'ai commencé à documenter tout avec mon appareil photo. C'est alors que j'ai remarqué une cache dans un arbre, à 200 mètres du deuxième campement. Quelqu'un avait construit une petite plateforme entre deux pins, à environ 4,5 mètres du sol. Elle était bien cachée et aurait été invisible à quiconque ne cherchait pas activement dans la zone. Je suis monté prudemment et j'ai trouvé une boîte à munitions étanche fixée à la plateforme. À l'intérieur, il y avait des centaines de photographies de femmes. Des randonneuses solitaires sur les sentiers. Des femmes installant leurs tentes. Des femmes filtrant de l'eau dans les ruisseaux. Des femmes dormant dans leurs tentes, photographiées à travers les portes en mousquetaire avec un téléobjectif. Certaines photos avaient des notes manuscrites au dos, des dates, des lieux, des descriptions physiques. Une photo montrait Sarah Chen à son campement la veille de ma découverte. Une autre montrait Jessica Ramirez sur le sentier 3 semaines plus tôt. Mais il y en avait d'autres, des femmes que je ne reconnaissais pas, des visages que je n'avais jamais vus dans les rapports de personnes disparues. Combien d'autres y avait-il eu? Mes mains tremblaient tandis que je radioais à nouveau le central. J'ai fourni les coordonnées GPS et demandé une réponse immédiate des forces de l'ordre ainsi qu'une évacuation par hélicoptère pour les preuves. On m'a dit de sécuriser la scène et d'attendre, mais je ne pouvais pas attendre, car alors que je descendais de la plateforme, ma radio est tombée en panne. Pas de batterie faible, pas hors de portée. Morte. L'écran est devenu noir et elle n'a plus voulu se rallumer. J'ai vérifié ma radio de secours portable. Même chose. Les 2 appareils, entièrement chargés ce matin-là, étaient complètement inutilisables. J'étais à 11 km du point de départ, sans communication et avec la certitude croissante que je n'étais pas seul. Les pas ont commencé environ 5 minutes plus tard. Lent et délibéré. Quelqu'un marchait lentement à travers la forêt, à environ 50 mètres à l'ouest de ma position, se déplaçant parallèlement à moi. Je me suis figé et j'ai écouté. Les pas s'arrêtaient quand je m'arrêtais. Quand je bougeais, ils bougeaient. J'étais suivi. J'ai rencontré d'innombrables animaux sauvages dans l'arrière-pays, et je sais comment ils se déplacent. Ce n'était pas un animal. C'était une personne qui adaptait son allure à la mienne et restait juste hors de vue. J'ai sorti mon spray anti-ours de son étui et j'ai commencé à me diriger vers le sentier principal aussi vite que possible sans courir. Courir aurait signalé la peur. Courir m'aurait rendu vulnérable. La présence est restée avec moi pendant 10 autres minutes. Puis les pas se sont rapprochés. Je me suis retourné et je l'ai vu. Un homme, la quarantaine, vêtu de vêtements de randonnée trop propres pour quelqu'un qui aurait passé du temps dans l'arrière-pays.
Il portait une corde d'escalade enroulée sur une épaule et un grand couteau de chasse à lame fixe à la ceinture. Son visage était calme, trop calme. Je l'ai reconnu immédiatement. Je l'avais vu plusieurs fois au bureau des permis du poste de rangée au cours des 2 dernières années. C'était un visiteur régulier qui demandait toujours des permis pour les zones reculées. Il randonnait toujours seul. Il souriait et faisait la conversation sur la météo et les conditions des sentiers. Je n'avais jamais pensé à lui. Il s'est arrêté à environ 6 mètres de moi et a souri de ce même sourire amical. Il a dit, « Ashton, je connais ton nom grâce à ton uniforme. Tu as été en train de regarder mon travail. » Sa voix était décontractée, comme si nous nous étions croisés dans un café. J'ai gardé ma main sur le spray anti-ours et je lui ai dit de rester où il était. Il a ri, pas d'un rire menaçant, juste amusé. Il a dit, « Tu ne peux pas arrêter ça avec du spray anti-ours, Ashton. Et tes radios ne fonctionnent pas ici. » Je m'en suis assuré. Il a levé un petit appareil électronique que je ne reconnaissais pas. Une sorte de brouilleur de signal. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a incliné la tête et a réfléchi à la question. Puis il a dit, « Je collectionne les femmes qui campent seules. Elles viennent ici en pensant être en sécurité, en pensant que le seul danger vient des ours et de la mauvaise météo. Mais elles ont tort. Le vrai danger, ce sont des gens comme moi qui savent se déplacer dans ces bois sans laisser de traces. Je fais ça depuis 3 ans. Tu as trouvé Sarah et tu as trouvé Jessica, mais tu n'as pas trouvé les autres. » J'ai senti mon sang se glacer. Je lui ai demandé combien il y en avait d'autres. Il a souri plus largement et a dit, « 3 confirmés, 4 si tu comptes celle de la saison dernière qui est tombée dans une source chaude après que je l'ai poursuivie jusqu'à là-bas. Celle-là a été classée comme un accident. » Il a commencé à marcher vers moi lentement. J'ai levé le spray anti-ours et je lui ai ordonné de s'arrêter, sinon je l'utiliserais. Il s'est arrêté, mais a continué à parler. « Je vais te dire où elles sont enterrées, Ashton. Je vais tout te dire, parce que j'ai fini. C'est la fin du jeu. Tu as trouvé mon argent. Tu as trouvé mes photos. Les forces de l'ordre seront bientôt ici, même si tes radios sont brouillées. Je savais que ce jour viendrait un jour. » Il a plongé la main dans la poche de sa veste, et je me suis tendu, prêt à vaporiser. Mais il a sorti un morceau de papier plié. Il l'a posé sur le sol entre nous et a reculé de 3 pas, 3 emplacements. Coordonnées GPS. Tu trouveras des restes aux 3. Près du lac Hart, près du lac Shoshone, près de Torofar. Toutes des randonneuses solitaires. Toutes déclarées comme morts accidentelles ou disparitions volontaires. Personne n'a soupçonné un meurtre parce que personne ne s'attend à un prédateur dans un endroit comme celui-ci. Je n'ai pas bougé pour ramasser le papier. Je lui ai demandé pourquoi il me disait ça. Il a répondu, « Parce que je veux que tu saches que j'ai gagné. Pendant 3 ans, j'ai chassé dans la nature la plus célèbre d'Amérique, et personne ne l'a remarqué. Et quand il le remarque enfin, je serai célèbre. Les gens feront des documentaires sur moi. Le prédateur de Yellowstone. » Ça sonne bien, non? Il était fou. Complètement détaché de la réalité. J'avais besoin de le faire parler jusqu'à l'arrivée des secours. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ce parc. Il a dit, parce que c'est facile. Des millions de visiteurs chaque année, des milliers de kilomètres d'arrière-pays. Les randonneurs solitaires sont courants. Quand quelqu'un disparaît, tout le monde suppose que c'est la nature. Une attaque d'ours, une chute, une hypothermie. Personne ne cherche un homme avec un couteau. Puis je l'ai entendu. Le son lointain des rotors d'un hélicoptère. Ma balise d'urgence. Je l'avais activée avant que mes radios ne tombent en panne, et je l'avais oubliée dans le chaos de la confrontation. Le bruit s'est amplifié. L'homme l'a entendu aussi. Son expression est passée du calme à la colère. Il m'a regardé et a dit, « Tu as activé une balise. » Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Il a jeté un coup d'œil vers le ciel où l'hélicoptère approchait, puis vers moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me charger, mais au lieu de cela, il s'est retourné et a couru dans la forêt, s'enfonçant dans les sous-bois comme un animal paniqué. L'hélicoptère a atterri dans une prairie voisine 10 minutes plus tard. Je les ai guidés jusqu'à l'emplacement et j'ai fait un rapport complet. Une opération de recherche massive a été lancée. Ils l'ont trouvé 16 heures plus tard, caché dans un caniveau de drainage près de l'entrée et du parc.
Il avait essayé de sortir en traversant 50 km de nature sauvage, mais s'était désorienté. Lorsqu'ils ont fouillé son véhicule, ils ont trouvé des journaux détaillés décrivant 12 victimes potentielles qu'il avait observées, des cartes avec des campements marqués, des listes de noms et de dates. Ils ont trouvé des restes à 3 des 4 emplacements qu'il avait décrits, Sarah Chen, Jessica Ramirez et 2 autres femmes, portées disparues en 2017 et 2018. Le 4e emplacement, près de la source chaude, n'a rien donné. L'eau acide avait tout dissous. J'ai été muté dans un autre poste de rangée 6 mois après la conclusion du procès. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais je ne peux plus faire de patrouille dans l'arrière-pays. Chaque fois que je vois une randonneuse seule sur un sentier isolé, je pense à celle que nous n'avons pas trouvée à temps. Je pense à la facilité avec laquelle le mal peut se cacher dans un endroit que les gens associent à la beauté naturelle. Et je pense au fait que pendant 3 ans, un prédateur a marché parmi nous, souriant et muni d'un permis, et que personne ne l'a su. Ou plutôt, je n'y croyais pas jusqu'à ma 3e saison de patrouille dans la région de Torofar à Yellowstone. Torofar n'est pas un endroit que les visiteurs occasionnels voient jamais. Il se situe dans le coin sud-est du parc, là où le Wyoming borde la Teton Wilderness. Si vous vous tenez à certains endroits le long de la rivière Yellowstone dans cette zone, vous êtes plus éloigné d'une route que n'importe où ailleurs dans les 48 États continentaux. C'est à 50 km du point de départ le plus proche. Il n'y a pas de tour de téléphonie mobile, pas de poste de rangée, pas de service d'urgence à moins d'une journée de marche. Quand vous patrouillez dans le Torofar, vous acceptez que vous êtes vraiment seul. Ou du moins, c'est ce que je croyais avant l'été 2017. Je m'appelle Quinn. Je travaille pour le National Park Service depuis 8 ans, et j'ai spécifiquement demandé une affectation aux patrouilles isolées de l'arrière-pays parce que je préfère la solitude au chaos des zones touristiques. Je suis à l'aise avec l'isolement. J'ai grandi en Alaska rural, où le voisin le plus proche était à 25 km et où l'obscurité hivernale durait 19 heures par jour. Le silence ne me dérange pas. La nature sauvage vide ne m'effraie pas. J'ai passé des semaines seul en territoire de grizzly sans ressentir rien qui ressemble à la peur. Mais ce qui s'est passé durant ces nuits d'août dans le Torofar a changé quelque chose de fondamental dans ma compréhension du monde. Cela m'a forcé à accepter qu'il existe des phénomènes qui ne peuvent être expliqués par les manuels de formation ou la pensée rationnelle. Le premier incident s'est produit le 9 août. J'étais en patrouille standard de 5 jours qui devait me mener à travers la partie sud de l'arrière-pays de Torofar. Mon itinéraire comprenait la vérification de plusieurs campements désignés pour s'assurer du respect des règlements du parc et surveiller l'activité de la faune. Le temps était clair depuis 3 jours, et j'avançais bien. J'ai atteint la haute vallée de la rivière Yellowstone vers 16 heures et j'ai décidé de vérifier un campement situé sur une petite falaise surplombant la rivière. Ce site particulier est rarement utilisé car il nécessite de traverser la rivière 2 fois pour y accéder. La plupart des randonneurs choisissent des routes plus faciles. En approchant du site, j'ai immédiatement remarqué de la fumée. Un feu de camp brûlait dans le foyer. Cela était inhabituel pour plusieurs raisons. Premièrement, aucun permis n'avait été délivré pour ce site depuis plus de 2 semaines. J'avais vérifié le registre des permis avant de partir en patrouille. Deuxièmement, le feu brûlait proprement, sans personne pour l'entretenir. Troisièmement, il n'y avait ni tente, ni sac à dos, ni équipement de camping visible. Juste un feu brûlant seul dans la nature sauvage. Je me suis approché prudemment, balayant la forêt environnante à la recherche de la personne qui avait allumé le feu. La zone était silencieuse, à l'exception du bruit de la rivière et du crépitement du bois brûlant. J'ai appelé. Pas de réponse. J'ai fait un tour complet autour du périmètre du campement. Pas de tente, pas de cache de nourriture, pas de signe de présence humaine, à part le feu lui-même. Puis j'ai remarqué les empreintes de bottes, des traces fraîches dans la terre meuble autour du foyer. Elles étaient grandes, probablement des pointures 44 ou 45. Les traces faisaient plusieurs fois le tour du feu, puis s'éloignaient du campement en direction nord vers un bosquet dense de pins lodgepole. Je les ai suivies sur environ 50 mètres, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent net. Pas sur un affleurement rocheux où elles auraient pu être masquées. Pas près de la rivière où quelqu'un aurait pu s'éloigner. Elles s'étaient simplement arrêtées au milieu d'un sentier animalier, comme si la personne s'était évaporée en plein pas. Je suis retourné au campement et j'ai éteint le feu. Il brûlait fort et récemment. Les braises étaient encore rouges sous la cendre. J'ai estimé qu'il avait été allumé dans les 2 heures précédentes.
J'ai laissé un avis de contravention sur le site pour camping illégal sans permis et j'ai continué ma patrouille. J'ai supposé que je trouverais les mystérieux campeurs quelque part le long du sentier devant moi. Peut-être s'étaient-ils éloignés pour explorer ou pour aller aux toilettes et reviendraient-ils pour trouver leur feu éteint et la contravention qui les attendait. C'était une violation, mais pas particulièrement préoccupante. Les gens enfreignent parfois les règles dans les zones reculées, pensant que personne ne les remarquera. Le lendemain matin, j'ai levé le camp à l'aube et j'ai continué vers le nord le long de la rivière. Vers midi, j'ai atteint un autre campement désigné, à environ 13 km du premier site. Alors que je montais la petite colline menant au campement, je me suis arrêté. De la fumée. Un autre feu de camp brûlant seul, sans installation de camp visible. Ce n'était plus une coïncidence. C'était délibéré. Quelqu'un me suivait ou se déplaçait devant moi, allumant des feux à chaque campement le long de mon itinéraire. Je me suis approché prudemment, la main sur mon spray anti-ours. J'ai appelé à nouveau. Pas de réponse. Le feu était frais et brûlait fort. Les mêmes empreintes de bottes entouraient le foyer. Les mêmes traces s'éloignaient dans la forêt et s'arrêtaient brusquement à 40 mètres du campement. J'ai radioé le central. J'ai signalé la situation et demandé des informations sur d'autres rangers ou membres du personnel du parc dans la zone. Le central a confirmé que j'étais la seule personne autorisée dans cette section du parc. Ils ont vérifié les permis de recherche ou les équipes de surveillance de la faune. Rien. On m'a dit de continuer à documenter les incidents et de signaler tout contact avec l'individu responsable. J'ai éteint le deuxième feu, photographié les empreintes de bottes et continué. Mais je n'étais plus à l'aise. Quelque chose dans la précision des traces s'arrêtant à des endroits impossibles me perturbait profondément. J'ai suivi des animaux et des humains pendant des années. Les traces ne disparaissent pas simplement, à moins que quelqu'un ne les efface délibérément. Mais il n'y avait aucune preuve de cela. Pas de traces balayées, pas de pas prudents sur les rochers, juste des empreintes qui s'arrêtaient comme si la personne avait été soulevée dans les airs. Cette nuit-là, j'ai installé mon camp à un endroit hors sentier, à environ 5 km au nord du deuxième site de feu. Je n'ai pas utilisé un campement désigné. Je voulais être quelque part d'imprévisible, au cas où quelqu'un me suivrait. J'ai monté ma tente dans une petite clairière entourée d'une forêt dense. J'ai mangé un dîner froid parce que je ne voulais pas allumer de feu et signaler ma position. Alors que la nuit tombait, je me suis assis dehors devant ma tente et j'ai regardé les étoiles apparaître au-dessus des montagnes. La Voie lactée était resplendissante dans le ciel sans lumière. J'ai ressenti cette paix familière qui vient de l'éloignement de la civilisation. Mais cette paix n'a pas duré. À 3h47 du matin, je me suis réveillé au son de pas dehors, devant ma tente. Des pas lents et délibérés faisant le tour de mon campement. Je suis resté complètement immobile et j'ai écouté. Les pas étaient lourds, des bottes, pas des pattes d'animal. Ils se déplaçaient autour de ma tente dans le sens des aiguilles d'une montre, s'arrêtant parfois comme si la personne examinait quelque chose. J'ai lentement attrapé ma lampe frontale et mon spray anti-ours. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que quiconque était dehors l'entendrait. Les pas ont fait un tour complet, puis se sont arrêtés directement devant l'entrée de ma tente. Je pouvais voir l'ombre d'une personne se découpant contre le tissu, éclairée par la lune. Une silhouette grande et immobile. J'ai crié, ici, rangée du parc national. Identifiez-vous. Pas de réponse. L'ombre n'a pas bougé. J'ai ouvert rapidement la fermeture éclair de ma tente et j'ai braqué ma lampe frontale sur la silhouette. Rien. Personne. Je me suis précipité hors de la tente et j'ai balayé la zone entière avec ma lampe. Vide. La forêt était silencieuse. Même les bruits nocturnes habituels des oiseaux ou des petits mammifères avaient disparu. Juste un silence absolu. J'ai vérifié le sol autour de ma tente. Des empreintes de bottes, les mêmes traces de pointure 44 ou 45 que j'avais vues aux deux sites de feu. Elles faisaient 2 fois le tour de ma tente, puis s'éloignaient dans la forêt. Je les ai suivies avec ma lampe torche. À 6 mètres de ma tente, elles se sont arrêtées. Comme avant, elles s'étaient simplement arrêtées en plein pas, sur un sol plat, sans explication. Je n'ai pas dormi le reste de cette nuit. Je me suis assis le dos contre un arbre, faisant face à ma tente, avec mon spray anti-ours dans une main et mon communicateur satellite dans l'autre. J'ai envisagé d'activer la balise d'urgence, mais je n'avais aucun danger physique à signaler, juste des empreintes et une ombre. À la première lueur du jour, j'ai fait mes bagages et j'ai continué vers le nord à un rythme soutenu. Je voulais quitter le taureau phare.
Je voulais atteindre le point de départ et rédiger un rapport d'incident officiel avec des détails qui avaient un sens. Mais les incidents n'étaient pas terminés. La 4e nuit de ma patrouille, j'ai campé à un site officiel près de la frontière sud de la région de Torofar. J'étais épuisé après 3 nuits de sommeil minimal et d'hypervigilance. Je me suis endormi vers 21h. Malgré mon anxiété, je me suis réveillé à 2h30 du matin à cause d'une lumière orange vacillante sur les parois de ma tente. Du feu. Je me suis précipité dehors, m'attendant à trouver mon campement en flammes. Mais ce n'était pas mon foyer qui brûlait. À environ 100 mètres, en contrebas près de la rivière, un autre feu brûlait vivement. Je pouvais voir les flammes clairement à travers les arbres. Et je pouvais voir une silhouette assise à côté, une personne complètement immobile, tournée vers la rivière. J'ai attrapé ma lampe torche et j'ai commencé à descendre la pente. En m'approchant, j'ai pu voir plus de détails. La personne portait des vêtements sombres. Elle était assise par terre, les genoux remontés, les bras enroulés autour de ses jambes, la tête baissée. Elle n'a pas réagi au son de mon approche. J'ai appelé quand j'étais à environ 9 mètres. Service des parcs, je dois vous parler. Pas de réponse, pas de mouvement. Je me suis approché. 6 mètres, 3 mètres. J'étais maintenant assez près pour voir qu'elle portait un ancien uniforme de rangée, du genre qui n'était plus délivré depuis les années 1960 ou 1970. Laine verte foncée avec un chapeau de campagne posé sur le sol à côté d'elle. Je me suis arrêté. Quelque chose n'allait pas, profondément. L'air autour du feu était froid malgré la chaleur des flammes. Ma respiration formait des nuages visibles. J'ai dit, « Monsieur, je dois vous demander de répondre. » La silhouette a lentement levé la tête et s'est tournée vers moi. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Ce n'était pas un visage, ou plutôt, si, c'était un visage, mais il était faux. Les traits étaient flous, comme si je regardais quelqu'un à travers du verre givré. Les yeux étaient des vides sombres. La bouche ne bougeait pas, mais j'ai entendu une voix. Elle ne venait pas de la silhouette. Elle venait de partout à la fois. Un murmure qui emplissait la forêt. C'est ici que c'est arrivé. J'ai couru. Je n'en suis pas fier. Mais j'ai couru. Je me suis précipité en remontant la pente vers mon campement, j'ai jeté mon équipement dans mon sac sans prendre la peine de démonter correctement ma tente, et j'ai commencé à marcher vers le nord dans l'obscurité. J'ai utilisé ma lampe frontale et j'ai avancé aussi vite que le terrain me le permettait. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché pendant 6 heures d'affilée jusqu'à l'aube. Et puis j'ai continué à marcher. J'ai atteint le point de départ 14 heures plus tard, bien avant mon planning prévu. J'étais égratigné, épuisé et probablement déshydraté. Mais j'étais sorti. J'ai rédigé un rapport d'incident que je savais fou. J'ai signalé les feux, les empreintes et la silhouette près de la rivière. Mon superviseur m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a demandé si j'avais des problèmes de santé ou des effets secondaires de médicaments. Je comprenais ce qu'il voulait vraiment savoir. Étais-je en crise de santé mentale? Hallucinais-je? Je lui ai dit que j'allais bien physiquement et que je savais à quel point mon rapport semblait insensé. Il m'a dit de prendre une semaine de congé et de consulter le psychologue du parc. J'ai accepté parce que je voulais des réponses autant que lui. Pendant cette semaine, j'ai fait des recherches. J'ai consulté les archives historiques du parc remontant aux années 1960. J'ai trouvé un incident daté d'août 1964. Un ranger nommé Thomas McKinley s'était noyé en tentant de traverser la rivière Yellowstone dans la région de Torofar. Son corps avait été retrouvé à 5 km en aval de son dernier campement connu. L'équipe de récupération avait trouvé son équipement toujours au campement, avec un feu brûlant dans le foyer. Selon le rapport, McKinley campait seul et avait quitté son camp pour traverser la rivière de nuit, pour des raisons inconnues. Son corps portait l'uniforme de cette époque, en laine verte foncée. Le rapport incluait une photographie. J'ai reconnu le visage malgré le flou que j'avais vu. C'était la même personne. Je suis retourné au travail après ma semaine de congé, mais j'ai demandé une réaffectation dans une autre zone de patrouille. Mon superviseur a approuvé sans poser de questions. Je pense qu'il était soulagé. Mais avant de partir, j'ai parlé discrètement à 2 autres rangers vétérans qui avaient travaillé dans le Torofar pendant des années. Je leur ai demandé s'ils avaient déjà vécu quelque chose d'inhabituel dans cette zone. Les 2 sont devenus mal à l'aise. L'un d'eux m'a dit que tous les rangers qui ont travaillé assez longtemps dans cette région voient les feux.
Ils apparaissent chaque année le 12 août, date de la noyade de McKinley. Personne ne les enquête plus. Personne ne descend voir qui est assis à côté. C'est une entente tacite que certaines patrouilles valent mieux incomplètes. Je ne travaille plus dans le Taurophare. Je patrouille dans d'autres régions de Yellowstone, où l'étrangeté se limite à la faune et à la météo. Mais je sais que les feux brûlent encore chaque août. Je sais que les empreintes apparaissent encore, encerclant les campements selon des schémas impossibles. Et je sais que le ranger McKinley est toujours là-bas, assis près de son feu, attendant que quelqu'un comprenne ce qui s'est passé. Je ne veux pas être cette personne. J'ai accepté qu'il y a des endroits dans ce parc où les morts ne reposent pas, et je suis content de les laisser garder leur veille sans être dérangés. Le bassin thermal près de Norris Geyser aurait dû être vide. C'était février. Les températures étaient tombées à moins 28 degrés Celsius, et aucun permis n'avait été délivré pour le camping hivernal dans cette zone depuis 3 semaines. La zone était officiellement fermée au camping de nuit de novembre à avril en raison de caractéristiques thermales instables et de conditions météorologiques extrêmes. Alors, quand notre pilote d'hélicoptère a signalé par radio avoir repéré de la fumée s'élevant de la zone restreinte lors d'un survol de routine, nous savions que quelque chose n'allait pas. Je m'appelle Declan. Je suis ranger chargé de l'application de la loi à Yellowstone depuis 6 ans, et j'ai traité toutes sortes de violations de permis imaginables. Des touristes qui ignorent les fermetures de sentiers pour s'approcher des bisons. Des randonneurs qui campent illégalement dans des zones thermales et finissent avec des brûlures au 3e degré. Des gens qui conduisent hors piste ou vandalisent des caractéristiques géothermiques. La plupart des violations naissent de l'ignorance ou de l'arrogance. Mais ce que nous avons trouvé à Norris Basin ce février-là n'était ni l'un ni l'autre. C'était quelque chose de bien plus étrange et bien plus dérangeant que tout ce à quoi ma formation m'avait préparé. J'étais accompagné d'un autre ranger nommé Foster pour l'enquête. Nous avons chargé notre équipement dans des sacs à dos et commencé l'approche à ski à la première lumière le lendemain matin. Le plan était de skier sur 14 km dans la zone fermée, de documenter le camp illégal, de délivrer des contraventions et d'escorter quiconque s'y trouvait de retour à la civilisation. La température était brutale. Le vent glacial nous exposait à des moins 40 degrés Celsius. Le genre de froid qui brûle la peau exposée en quelques minutes et transforme votre souffle en cristaux de glace qui flottent dans l'air. Aucune personne rationnelle ne choisirait de camper dans ces conditions. Cela aurait dû être notre premier avertissement que nous n'avions pas affaire à des gens rationnels. Le trajet à ski nous a pris 4 heures à travers une neige poudreuse profonde et des ruisseaux gelés. Le paysage était d'un autre monde. La vapeur des évents thermaux s'élevait dans l'air glacé, créant des colonnes de brume qui brillaient en orange dans le soleil hivernal bas. Le sol sous nos pieds était un patchwork de neige et de terre nue, où la chaleur souterraine maintenait la surface au-dessus du point de congélation. Nous pouvions entendre le grondement et le sifflement lointain des geysers et sentir le soufre qui imprégnait tout dans cette partie du parc. En nous approchant des coordonnées marquées par le pilote, nous avons commencé à voir des traces de ski, plusieurs séries provenant de différentes directions, convergeant toutes vers le même endroit. Nous avons franchi une petite crête et regardé en bas dans un bassin peu profond dominé par un grand bassin de boue bouillante. Ce que nous avons vu nous a fait nous arrêter net. Cette tente était disposée en un cercle parfait autour du bassin de boue. Chaque tente était positionnée exactement à la même distance du centre. La précision était troublante. Ce n'était pas un campement occasionnel. C'était délibéré, intentionnel. Les tentes étaient des modèles d'expédition de haute qualité, du genre utilisé pour l'alpinisme hivernal dans des conditions extrêmes. Mais il n'y avait aucune trace de ski s'éloignant. Personne n'était visible, juste cette tente entourant la caractéristique thermique comme une sorte d'arrangement rituel. Foster et moi avons échangé un regard. Il a allumé sa radio et signalé notre position et ce que nous voyions. Le central a accusé réception et nous a dit de procéder avec prudence. Nous avons skié dans le bassin et approché la première tente. J'ai appelé, m'identifiant comme ranger du parc et demandant à quiconque était à l'intérieur de sortir et de parler avec nous. Pas de réponse. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente et regardé à l'intérieur. Vide. Pas de sac de couchage, pas d'équipement, juste des os d'élan. Des centaines d'os d'élan disposés en motifs géométriques sur le sol de la tente. Des crânes positionnés aux points cardinaux, des côtes disposées en formation spiralée, des vertèbres empilées en tours précises. Nous avons vérifié la deuxième tente. Plus d'os. Ceux-ci étaient des os de cerf mélangés à ce qui semblait être des crânes de coyotes. La troisième tente ne contenait que des os d'oiseaux, des milliers,
triés par taille et par type. Chaque tente était un dépôt d'os, méticuleusement organisé. Mais c'est le centre du cercle qui m'a glacé le sang. Un crâne de cerf avait été monté sur un poteau en bois et planté directement au-dessus du bassin de boue bouillante. Le crâne était décoré de symboles peints que je ne reconnaissais pas. La boue en dessous tournoyait et crachait, projetant parfois des gouttelettes brûlantes sur la neige autour du périmètre. Foster a découvert le journal dans la 4e tente. C'était un livre relié en cuir rempli d'entrées manuscrites en anglais, mélangées à des symboles et des mots dans une langue que ni lui ni moi ne pouvions identifier. Les entrées décrivaient quelque chose appelé « nourrir l'ancien souffle » et faisaient référence à « l'ouverture de la porte de vapeur ». Il y avait des diagrammes montrant l'agencement des tentes et des notes détaillées sur les cycles lunaires et les schémas d'activité thermique. Un passage disait « Le pacte doit être maintenu tous les 40 ans, lorsque la terre tremble. Cette bergers revienne à la vapeur sacrée. Cette offrande d'os pour calmer le feu en dessous. Si le rituel échoue, la montagne se réveillera en colère. » Nous photographions le journal quand nous l'avons entendu. Un chant bas et rythmé, écho depuis quelque part dans les caractéristiques thermales. Le son semblait venir des évents de vapeur eux-mêmes, montant avec la vapeur chargée de soufre. Foster et moi nous sommes dirigés vers le son, suivant un étroit sentier entre des flaques d'eau bouillante. Le chant est devenu plus fort. Puis nous les avons vus. Ces silhouettes sont apparues de la vapeur comme des apparitions se matérialisant du brouillard. Ils portaient des peaux d'élan drapés sur leurs épaules, les têtes encore attachées, créant des capuches grotesques. Leur visage était peint avec de la cendre blanche en motif imitant les caractéristiques thermales autour de nous. Ils avançaient en file indienne, chacun portant un paquet d'os. La silhouette de tête était une femme, grande et maigre, avec des yeux qui semblaient trop grands pour son visage. Elle s'est arrêtée quand elle nous a vus. Les autres se sont arrêtés derrière elle en parfaite synchronisation. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Le seul son était le sifflement de la vapeur et le bouillonnement du bassin de boue. Puis elle a parlé. Sa voix était claire malgré le vent. Vous avez pénétré dans le cercle sacré. Vous avez touché aux offrandes. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Je lui ai dit qu'ils étaient dans une zone restreinte et que le camping en arrière-pays sans permis était une violation fédérale. Elle a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui trouvait mes mots absurdes et sans pertinence. Elle a dit, nous sommes les bergers. Notre famille a maintenu ce pacte depuis avant que votre gouvernement ne revendique cette terre. Nous venons tous les 40 ans, lorsque la terre tremble. Nous nourrissons l'ancien souffle avec les os de la forêt. Nous chantons les mots apaisants. Si nous ne le faisons pas, la montagne entrera en éruption. Votre parc, vos visiteurs, vos villes construites près de la caldeira, tout brûlera. Foster a demandé qui ils étaient et d'où ils venaient. La femme a incliné la tête. Nous n'avons pas de nom que vous reconnaîtriez. Nous sommes les descendants de ceux qui vivaient ici avant les routes et les lodges. Nous sommes les gardiens d'un savoir que votre science ne possède pas. Les caractéristiques thermales ne sont pas que de la géologie. Ce sont des portes, des seuils, et tous les 40 ans, elles s'ouvrent plus largement. Nous effectuons le rituel pour les maintenir fermés. J'ai expliqué qu'ils devaient venir avec nous au quartier général du parc, que nous pouvions régler cela, mais qu'ils ne pouvaient pas rester dans une zone fermée. L'expression de la femme s'est durcie. Si vous nous retirez avant que le rituel ne soit terminé, vous condamnerez tout le monde. L'activité sismique a déjà commencé. De petits tremblements que vos instruments enregistrent à peine. Mais nous les ressentons. La montagne est agitée. Il nous reste 2 nuits d'offrande, 2 cycles de chant. Ensuite, le seuil se scellera pour 40 autres années. Foster a radioé pour demander des renforts. En moins d'1 heure, 4 autres rangers sont arrivés en motoneige. Les 7 silhouettes n'ont pas résisté quand nous leur avons dit qu'elles étaient escortées. Elles se sont rendues pacifiquement, rassemblant leurs affaires dans les tentes et démontant le monument de crâne. Mais elles n'ont plus rien dit. Elles se sont déplacées en silence tandis que nous les conduisions vers le point de départ. Quand nous avons atteint le poste de rangée, nous avons tenté de les identifier. Ils ont refusé de donner des noms légaux. Ils n'avaient aucune pièce d'identité, aucun permis de conduire, aucune carte de crédit, rien. Quand on leur a demandé leur nom, chacun a simplement dit « Berger » suivi d'un numéro. Berger 1 à Berger 7. Nous les avons détenus pendant 72 heures en essayant de les identifier par leurs empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Rien n'est revenu. Aucun casier judiciaire,
Aucun rapport de personne disparue, aucune correspondance dans une base de données. C'était comme s'il n'existait pas officiellement. Le procureur fédéral a examiné l'affaire et a déterminé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour des accusations au-delà de l'intrusion, qui était un délit mineur. Sans identification ni antécédent, ils ont été libérés avec des contraventions et des avertissements. Cette nuit-là, ils ont disparu de la cellule du poste de police du comté. La cellule était verrouillée de l'extérieur. Pas de fenêtre, pas de moyen de sortir sauf par une porte nécessitant une carte magnétique. Mais quand le gardien a vérifié lors de l'appel du matin, les 7 avaient disparu. Les images de surveillance les montraient assis dans la cellule à 2h47 du matin. À 2h48, l'image est passée en neige. À 2h49, l'image est revenue et la cellule était vide. Personne n'était entré, personne n'était sorti. Ils avaient simplement cessé d'être là. J'ai essayé d'oublier. Je me suis dit qu'ils s'étaient échappés par une méthode que nous n'avions pas détectée et avaient fui la région. Mais ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur les enregistrements géologiques. J'ai trouvé un schéma. Tous les 40 ans depuis 1872, l'année où Yellowstone est devenu un parc national, il y a eu un événement sismique significatif dans les 6 mois suivants février. 1912, un séisme de magnitude 4,5 près de Norris. 1952, un séisme de magnitude 5,3 qui a endommagé les infrastructures du parc. 1992, un essaim de plus de 1000 petits séismes dans la même région. 2018, un séisme de magnitude 4,4 qui a déclenché des évacuations des zones thermales en raison de la instabilité du sol. Nous avons arrêté les bergers en février 2019 avant qu'ils ne puissent terminer leur rituel. En août 2019, un séisme de magnitude 4,8 a frappé Yellowstone, centré près de Norris Basin. C'était le plus grand séisme dans le parc depuis plus d'une décennie. Les caractéristiques thermales ont changé du jour au lendemain. De nouveaux geysers se sont formés. D'anciens se sont éteints. Un bassin de boue qui était stable depuis des années s'est soudainement étendu à 3 fois sa taille, forçant la fermeture d'une passerelle populaire. Je ne dors plus bien. Je me dis que c'est une coïncidence si l'activité sismique dans une caldeira volcanique est normale et imprévisible. Qu'il n'existe pas de rituel capable d'influencer les forces géologiques. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cette femme a dit. Que tous les 40 ans, le seuil s'ouvre plus largement. Que le prochain cycle est en 2059. Je serai à la retraite ou mort d'ici là. Mais quelqu'un patrouillera dans ce bassin en février de cette année-là. Et je me demande s'ils trouveront cette tente disposée encercler cette personne en peau d'élan effectuant un rituel que notre science ne peut expliquer. Et je me demande ce qui se passera si nous les arrêtons à nouveau. Je possède un diplôme en recherche et sauvetage en milieu sauvage de l'Université du Montana. Je comprends les statistiques, les modèles de probabilité et les schémas de comportement humain en situation de crise. J'ai étudié les dossiers de centaines de cas de personnes disparues dans les parcs nationaux. Je sais que la plupart des disparitions suivent des schémas prévisibles. Les gens se perdent lorsqu'ils quittent les sentiers balisés. Ils succombent à l'exposition lorsqu'ils sont pris au dépourvu par des changements météorologiques soudains. Ils tombent de falaises en prenant des photos. Ils se noient dans des rivières gonflées par la fonte des neiges. Le corps humain est fragile et la nature sauvage est impitoyable. Mais presque chaque disparition peut être expliquée par une analyse rationnelle des facteurs environnementaux et des erreurs de décision. Ce qui est arrivé à la famille Whitmore au lac Shoshone en juillet 2018 ne correspond à aucun modèle que j'ai jamais étudié. Cela ne correspond à aucun schéma dans la littérature. Cela reste le seul cas de ma carrière de 8 ans que je ne peux pas expliquer. Je m'appelle Belle. Je travaille comme coordinatrice de recherche et sauvetage pour le parc national de Yellowstone. Quand quelqu'un ne revient pas d'un voyage en arrière-pays, je suis la personne qui assemble les équipes de recherche, coordonne la reconnaissance par hélicoptère, gère la structure de commandement d'incidents et, en fin de compte, prend la décision de suspendre les recherches actives. C'est une responsabilité que je ne prends pas à la légère. Chaque personne disparue représente un membre de la famille de quelqu'un, et j'ai assez souvent été assise avec des proches dévastés pour comprendre le poids de ces décisions. Mais ce cas me hante d'une manière que les autres ne font pas, parce que nous n'avons jamais trouvé la moindre trace de ce qui s'est passé. Aucun corps, aucune preuve de jeu malsain, aucune explication logique, juste une famille qui a cessé d'exister dans un endroit où disparaître devrait être impossible. La famille s'appelait Whitmore. Robert et Jennifer, tous deux âgés de 38 ans, et leurs 2 enfants,
Emma, 10 ans, et Lucas, 7 ans. C'étaient des randonneurs expérimentés de l'Oregon qui avaient obtenu un permis pour un voyage de 3 jours et 2 nuits autour du lac Shoshone, l'un des plus grands lacs de l'arrière-pays du parc. Leur itinéraire était détaillé et professionnel. Ils avaient indiqué les emplacements de leur campement, le kilométrage prévu par jour et les informations de contact d'urgence. Robert était médecin. Jennifer était professeure de biologie au lycée. Leur liste d'équipements montrait qu'ils étaient bien préparés, équipements appropriés, conteneurs à ours, filtre à eau, trousse de premiers secours et appareils de communication par satellite. Ils se sont présentés au poste de rangée le 14 juillet à 9 h, ont reçu leur briefing de permis et ont commencé leur randonnée. Ils devaient revenir pour 16 h le 16 juillet. Quand ils n'étaient pas revenus à 18 h le 16, leur contact d'urgence, la sœur de Jennifer, a appelé le parc. Parfois, les randonneurs prennent du retard en raison d'un rythme plus lent que prévu ou parce qu'ils profitent du voyage et perdent la notion du temps. Nous accordons généralement une période de grâce avant d'initier les protocoles de recherche. Mais à 20 h, sans signe de la famille, j'ai été informé et j'ai commencé à rassembler une équipe rapide. Nous avons été déployés à la première lumière du 17 juillet. J'ai mené une équipe de 4 personnes directement vers leur dernier campement connu, à l'extrémité sud du lac Shoshone, à environ 13 km du point de départ. Nous avons atteint le site à 10 h 30. Ce que nous avons trouvé n'avait aucun sens. Le camp était complètement intact. La tente était correctement montée et ancrée. À l'intérieur, il y avait 4 sacs de couchage étalés à plat et ouverts, comme si les occupants s'étaient levés normalement le matin. 4 paires de chaussures de randonnée étaient alignées soigneusement devant l'entrée de la tente. Le conteneur à ours était correctement suspendu au poteau à nourriture et était encore plein de leurs réserves restantes. Des chaises de camp étaient disposées autour d'un foyer froid. Un filtre à eau était posé à côté d'une casserole près du rivage du lac. Tout suggérait une famille qui s'était simplement éloignée du camp pour une courte promenade et prévoyait de revenir. Mais il y avait des détails troublants. Sur la table de pique-nique du camp, nous avons trouvé 4 permis de conduire et 4 cartes d'entrée du parc empilées en une pile soignée. À côté se trouvaient 2 alliances, la bague de fiançailles de Jennifer et un bracelet d'amitié en plastique d'enfant, tous disposés en une ligne précise. Ce n'était pas un comportement normal. Les gens n'enlèvent pas leurs pièces d'identité et leurs bijoux et ne les disposent pas géométriquement avant d'aller se promener. Sous les cartes d'identité se trouvait une note manuscrite sur une page arrachée d'un journal. L'analyse de l'écriture a confirmé plus tard qu'il s'agissait de l'écriture de Jennifer. La note ne contenait qu'une seule phrase, « Nous avons entendu l'appel. Nous allons en bas ». J'ai immédiatement radioé pour demander des ressources de recherche supplémentaires. Nous avons élargi le périmètre de recherche et commencé des motifs de grille systématiques autour du campement. Nous avons fouillé le rivage dans les 2 directions. Nous avons vérifié la forêt. Nous avons cherché tout signe de la famille, traces, végétation perturbée, vêtements déchirés, n'importe quoi. Un bassin thermal se trouve à environ 15 mètres du campement. C'est une petite caractéristique, peut-être 2,5 mètres de diamètre, avec une température de l'eau mesurée à 82 degrés Celsius et un niveau de pH suffisamment acide pour dissoudre la matière organique. Nous l'avons examiné soigneusement, mais n'avons trouvé aucune perturbation dans les dépôts minéraux autour de son bord. Aucune empreinte, aucune indication que quelqu'un s'en était approché. Nous avons fait venir des chiens renifleurs de cadavres le 2e jour de la recherche. Les chiens sont entraînés à détecter les restes humains et peuvent alerter sur une odeur même si un corps est submergé ou enterré. Les 2 chiens ont montré de l'intérêt pour le bassin thermal, mais ont refusé de s'approcher de l'eau. Ils s'asseyaient à environ 3 mètres, gémissaient et refusaient d'avancer. Leurs maîtres ont décrit ce comportement comme inhabituel, comme si les chiens sentaient quelque chose mais avaient peur de s'approcher. Nous avons demandé le soutien d'une équipe de plongeurs pour fouiller le bassin, mais la demande a été refusée pour des raisons de sécurité. La température et l'acidité de l'eau rendent la plongée impossible. Tout plongeur entrant dans ce bassin subirait des blessures catastrophiques en quelques secondes. Le 3e jour, une équipe de survey géologique est arrivée avec un radar pénétrant le sol. Ils voulaient cartographier le bassin thermal pour comprendre sa structure. Ce qu'ils ont découvert était remarquable et terrifiant. Le bassin est connecté à un système de grottes inexplorées. Le radar a montré un puits vertical descendant à environ 12 mètres sous le bassin visible, puis se ramifiant en plusieurs passages horizontaux qui s'étendent dans plusieurs directions. Un passage s'étend sur environ 6,5 km vers le nord-est avant que le signal radar ne s'affaiblisse et qu'il ne perde la définition.
Le système de grotte est inondé par la même eau surchauffée et acide que le bassin de surface. Il est totalement inaccessible. Aucun humain ne pourrait survivre à l'entrée, et aucun équipement robotique que nous possédons ne peut fonctionner dans ces conditions. La recherche s'est étendue sur 65 km² pendant 9 jours. Nous avons déployé une reconnaissance par hélicoptère avec imagerie thermique. Nous avions plus de 60 personnes peignant la zone. Nous avons vérifié chaque sentier, chaque drainage, chaque prairie à une distance raisonnable du campement. Nous n'avons rien trouvé. Aucun vêtement, aucun équipement qu'ils auraient pu porter, aucun signe que 4 personnes avaient marché à travers la forêt. C'était comme s'ils avaient disparu du campement lui-même sans faire un seul pas. J'ai interrogé d'autres campeurs qui se trouvaient dans la zone pendant cette période. Un couple campant à 3 km au nord a signalé avoir entendu des sons inhabituels la nuit du 15 juillet. Ils les ont décrits comme un bourdonnement ou une vibration semblant venir du sous-sol. Cela a duré plusieurs heures, commençant vers minuit. Ils ont dit que cela les rendait nauséeux et désorientés. Un autre randonneur solitaire a signalé avoir vu des lumières près du lac Shoshone cette même nuit. Pas des lampes torchées ou des feux de camp, mais une lueur bleu-vert qui semblait émaner du lac lui-même ou de dessous. Il a dit avoir observé cela pendant environ 10 minutes avant que cela ne s'estompe. Les 2 rapports ont été consignés, mais aucun ne semblait directement lié à la disparition de la famille Whitmore. Nous avons officiellement suspendu les recherches actives le 25 juillet, après avoir épuisé toutes les zones et méthodes de recherche raisonnables. L'affaire a été classée comme une enquête sur des personnes disparues, avec un jeu malsain suspecté écarté en raison du manque de preuves. Le FBI a pris le relais et mené sa propre enquête. Ils n'ont rien trouvé que nous n'avions déjà documenté. L'affaire reste ouverte mais inactive. La famille Whitmore est toujours portée disparue. Leur véhicule a été remorqué de la zone de stationnement du point de départ et finalement rendu aux membres de la famille. Leur maison en Oregon reste telle qu'ils l'ont laissée, remplie de projets de vacances et de plannings estivaux qui ne seront jamais réalisés. J'ai dirigé 47 opérations de recherche et sauvetage en 8 ans de service dans le parc. J'ai retrouvé des randonneurs perdus après des jours de recherche. J'ai récupéré des restes de chutes de falaises et de noyades. J'ai résolu des disparitions qui semblaient mystérieuses au départ mais se sont avérées avoir des explications banales. Mais la famille Whitmore a simplement disparu. 4 personnes, dont 2 enfants, partis sans laisser de traces d'un campement qui ne montrait aucun signe de lutte, aucune preuve d'attaque de la faune, aucune indication de quoi que ce soit, à part une décision délibérée de laisser leurs identités derrière eux et d'aller quelque part. La note me hante plus que tout le reste. Nous avons entendu l'appel. Nous allons en bas. Quel appel? En bas où? Le bassin thermal est la seule caractéristique près de ce campement qui va sous le niveau du sol. Mais personne ne pourrait entrer dans ce bassin et survivre. Pourtant, les chiens renifleurs de cadavres ont indiqué que quelque chose s'y trouvait. L'étude géologique a montré des passages s'étendant sur des kilomètres sous terre, et des témoins ont signalé des phénomènes étranges la même nuit où la famille a disparu. Je ne crois pas aux explications surnaturelles. Je suis une scientifique. Je fais confiance aux données et aux preuves, mais je ne peux pas expliquer ce cas en utilisant un cadre que je comprends. Parfois, tard dans la nuit, quand je ne peux pas dormir, je pense à ce système de grottes inexplorées sous le lac Shoshone. Je pense à l'endroit où ces passages mènent et à ce qui pourrait exister dans l'obscurité surchauffée, à des kilomètres sous la surface. Je pense à une famille qui a entendu quelque chose les appeler, quelque chose de suffisamment convaincant pour qu'ils enlèvent leurs alliances et laissent leurs identités derrière eux pour y répondre. Et je pense au fait que nous ne saurons jamais ce qui s'est passé, parce que le seul endroit où ils auraient pu aller est un endroit où aucun être vivant ne peut suivre. Il vous parle des dangers physiques quand vous vous engagez pour un service de rangée hivernale dans l'arrière-pays. Le froid qui peut geler la peau exposée en 3 minutes. Les avalanches qui ensevelissent des vallées entières sous des tonnes de neige. Les grizzlies qui se réveillent de leur hibernation, affamés et en colère. La distance par rapport à tout établissement médical, toute assistance, toute aide si quelque chose tourne mal. Il vous briefe sur les protocoles d'hypothermie et les procédures d'extraction d'urgence. Ils vérifient votre équipement 3 fois et vous font démontrer votre maîtrise d'un communicateur satellite. Ils vous avertissent de la faune, de la météo et de l'isolement, mais ils ne vous disent pas ce que 87 jours de solitude totale font à votre esprit. Ils ne mentionnent pas que la plus grande menace à laquelle vous serez confronté ne viendra peut-être pas de la nature sauvage à l'extérieur, mais de quelque chose qui se produit à l'intérieur de votre propre tête quand vous êtes complètement et absolument seul pendant 3 mois d'affilée.
Je m'appelle Eden. Je suis rangé dans l'arrière-pays de Yellowstone depuis 9 ans. J'ai effectué plusieurs missions hivernales dans des postes de patrouille reculés où vous passez des semaines sans voir un autre être humain. Je pensais comprendre l'isolement. Je pensais être préparé. En décembre 2020, je me suis porté volontaire pour un poste hivernal à la cabane de patrouille de Torofar, qui se trouve dans la section la plus reculée du parc. La cabane est à 50 km de la route la plus proche. Elle n'est accessible qu'à cheval en été ou à ski en hiver. Aucune motoneige n'est autorisée en raison de la désignation de zone sauvage. Aucun hélicoptère, sauf en cas d'urgence. Une fois que vous êtes stationné là-bas, vous êtes vraiment coupé de tout. La mission dure du 1er décembre à la mi-février, soit 87 jours. Vous êtes réapprovisionné une fois début janvier, quand un autre rangé skie avec de la nourriture et du carburant. Sinon, vous êtes seul. La cabane elle-même est petite. Une pièce avec un poêle à bois, une couchette, une table et des fournitures de base. Il y a des étagères avec des livres laissés par les rangers précédents. Une radio qui vous connecte au quartier général du parc pour des vérifications programmées 2 fois par semaine. Des panneaux solaires qui chargent un système de batterie pour un minimum d'électricité. Vos tâches sont simples, surveiller la faune, documenter les conditions météorologiques, guetter les activités de braconnage, entretenir la cabane et survivre. Je suis arrivé le 3 décembre, après un trajet à ski de 2 jours épuisant avec un sac pesant plus de 36 kg. Le ranger que je remplaçais avait l'air épuisé. Il m'a aidé à décharger mon équipement, m'a fait une visite rapide des systèmes de la cabane, puis il est parti en moins d'1 heure. Il a à peine parlé. Je lui ai demandé s'il avait des conseils pour l'hiver à venir. Il m'a regardé avec des yeux injectés de sang et a dit seulement ceci: ne sors pas la nuit, sauf en cas d'absolue nécessité, et ne fais pas confiance à ce que tu entends. Le premier mois était gérable. Je me suis installé dans une routine. Réveil à l'aube, attiser le feu, faire fondre de la neige pour l'eau, prendre le petit déjeuner, skier sur un itinéraire de patrouille, revenir à la cabane, enregistrer les observations, lire, préparer le dîner, dormir. Les journées étaient courtes. Lever de soleil vers 8 h et coucher vers 16h30. Cela laissait plus de 15 heures d'obscurité chaque jour. Le silence était profond. Pas de bruit de circulation, pas d'avion, pas de voix humaines, juste le vent dans les pins et, occasionnellement, le hurlement lointain d'une meute de loups. J'avais apporté des livres et un journal. J'écrivais abondamment sur ce que je voyais pendant les patrouilles, des hardes d'élan traversant les vallées, des traces de loups dans la neige, la vapeur des caractéristiques thermales créant des cristaux de glace qui pendaient dans l'air comme des diamants. Mais à la 6e semaine, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à entendre des pas dehors devant la cabane la nuit, des sons distincts de bottes écrasant la neige, marchant autour du périmètre de la cabane en cercle lent et délibéré. La première fois que c'est arrivé, j'ai supposé que c'était un élan ou un original. Les grands animaux s'approchent parfois des bâtiments en hiver à la recherche d'un abri contre le vent. Mais quand j'ai regardé dehors le lendemain matin, il n'y avait aucune trace. La neige autour de la cabane était vierge et intacte. Je me suis dit que je l'avais imaginé, que le vent avait créé des sons que mon cerveau avait interprétés comme des pas. Les pas sont revenus 3 nuits plus tard. Cette fois, j'étais certain que quelqu'un marchait autour de la cabane. Je pouvais entendre chaque pas clairement. Le poids, le rythme. J'ai attrapé ma lampe torche et mon spray anti-ours et j'ai ouvert la porte. Rien. Personne. J'ai braqué la lumière dans toutes les directions. Forêt vide. La neige fraîche tombée cet après-midi-là ne montrait aucune trace près de la cabane, à part le chemin que j'avais fait plus tôt en revenant de patrouille. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant 10 minutes à écouter. Silence complet. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. Même si les verrous sont sans signification dans une nature sauvage aussi reculée. Qui est-ce que je verrouillais ? À la 8e semaine, j'ai commencé à voir quelque chose à la lisière des arbres. Une silhouette immobile à environ 50 mètres de la cabane. Je la remarquai au crépuscule, juste au moment où la lumière s'estompait. Une forme sombre parmi les arbres, trop grande pour être un tronc, trop immobile pour être un animal. Je la regardais par la fenêtre. Elle ne bougeait jamais. Après plusieurs minutes, je détournais les yeux pour attraper des jumelles ou attiser le feu. Quand je regardais à nouveau, la silhouette avait disparu. Ou parfois, elle était plus proche. Toujours immobile, toujours à m'observer. Un soir, je me suis convaincu d'aller dehors pour enquêter.
J'ai enfilé mon manteau et mes bottes, attrapé une lampe torche et marché vers l'endroit où la silhouette se tenait. Rien. Aucune trace, aucune branche cassée, rien pour indiquer que quelqu'un ou quelque chose avait été présent. Les coups ont commencé à la 9e semaine. 3 coups délibérés sur le mur de la cabane, toujours à 2h47 du matin. Je connais l'heure exacte parce que je me réveillais instantanément et vérifiais ma montre. Les coups étaient assez forts pour me réveiller, mais pas agressifs. Juste 3 impacts mesurés contre le mur extérieur, sur le côté et de la cabane. Toc, toc, toc. Puis silence. Je restais allongé dans ma couchette à écouter, mais les coups ne se répétaient jamais. Le matin, je sortais et examinais le mur. Aucune marque, aucune indication que quelque chose avait frappé le bois. J'ai essayé de rationaliser, dilatation thermique des bûches avec les fluctuations de température, glace tombant du toit, branches poussées par le vent. Mais aucune de ces explications ne correspondait à la consistance et à la précision de ce que j'entendais. Et le timing était toujours exactement 2h47 du matin, à la minute près, à chaque fois. À la 10e semaine, j'ai trouvé mon uniforme de rangée accroché à une branche d'arbre à 90 mètres de la cabane. Je l'ai découvert pendant ma patrouille matinale. Ma chemise et mon pantalon d'uniforme officiel, soigneusement accrochés comme sur un cintre de placard, oscillant doucement dans la brise. C'était impossible. Je portais mon seul uniforme. J'ai vérifié en revenant à la cabane. Mon uniforme était dans mon sac, là où je le gardais toujours. Je ne l'avais pas sorti. Je n'avais rien accroché aux arbres. Pourtant, il y avait là un uniforme identique, de la même taille, avec les mêmes usures, accroché dans la forêt comme placé là par quelqu'un qui savait exactement où je marcherais. J'ai radioé le quartier général lors de ma prochaine vérification programmée. J'ai essayé d'expliquer ce qui se passait sans avoir l'air fou. Le ranger qui a répondu a suggéré que je pouvais subir du stress et m'a demandé si je voulais une extraction anticipée. J'ai dit non. Je m'étais engagé pour 87 jours et je terminerais la mission. Mais j'ai demandé s'il y avait des antécédents d'incidents inhabituels dans cette cabane. Il y a eu une longue pause. Puis le ranger a dit que certaines missions hivernales avaient été interrompues tôt en raison de préoccupations pour le bien-être des rangers, mais qu'il ne pouvait pas en discuter les détails. Il m'a rappelé que l'isolement affecte les gens différemment et que demander une extraction n'était pas considéré comme un échec. J'ai arrêté de dormir toute la nuit. Je somnolais par intervalles courts mais me réveillais fréquemment. La 11e semaine a apporté quelque chose de nouveau. Je me suis réveillé à l'aube pour réaliser que j'étais dehors, pas près de la cabane, pas sur le porche. J'étais à 180 mètres dans la forêt, debout dans 60 cm de neige, vêtu seulement de mon sous-vêtement thermique. Mes pieds étaient nus. La température était de moins 26 degrés Celsius. Mes pieds étaient déjà engourdis et devenaient blancs. J'ai couru vers la cabane, trébuchant et tombant. Je suis entré et j'ai passé 1 heure à réchauffer mes pieds dans de l'eau tiède pour éviter les engelures. Quand la sensation est revenue, la douleur était extraordinaire. Mais pire que la douleur était la réalisation que j'avais marché dehors en dormant, sans aucun souvenir de l'avoir fait. J'aurais pu mourir. Si j'avais marché plus loin ou si la température avait été plus froide, je serais mort. Je suis sorti plus tard ce matin-là pour examiner mes traces. Elles formaient un cercle parfait autour de la cabane. J'avais marché en cercle 23 fois, chaque circuit suivant exactement le même chemin. Les traces étaient régulièrement espacées, mécaniques, pas le chemin erratique de quelqu'un de confus ou désorienté. J'avais marché avec un but, répétant le même motif encore et encore avant de finalement m'arrêter dans la forêt. J'ai aussi trouvé autre chose. Mon journal était posé sur un affleurement rocheux à 15 mètres de l'endroit où je m'étais arrêté. Le journal que je gardais dans la cabane. Je l'ai récupéré et ouvert à la dernière entrée. Sous mes notes de la veille, il y avait une nouvelle écriture, de mon écriture. Des mots que je ne me souvenais pas avoir écrits, je ne suis pas seul. Je n'ai jamais été seul. Nous sommes 7 maintenant. J'ai radioé pour une extraction d'urgence. J'ai dit au quartier général que j'avais besoin d'un retrait immédiat de la station. Le ranger a demandé si j'étais en détresse médicale. J'ai dit que je n'en étais pas sûr, mais que je ne pouvais pas rester plus longtemps. Il a dit que le plus tôt qu'il pouvait organiser une extraction par hélicoptère était dans 3 jours en raison des conditions météorologiques et de la disponibilité. J'ai dû attendre. Je me suis barricadé à l'intérieur de la cabane. Je ne sortais que pour chercher du bois de chauffage. Je ne dormais pas.
Je restais assis à la table avec mon couteau et mon spray anti-ours et je comptais les heures. La silhouette est apparue à la fenêtre la deuxième nuit. Pas à la lisière des arbres. À la fenêtre. Un visage pressé contre la vitre, me regardant. Mon visage. Mais très exact me fixant de l'extérieur. J'ai crié et couru vers la porte. Quand je l'ai ouverte, il n'y avait rien. Mais dans la neige sous la fenêtre, il y avait des empreintes de bottes, identiques aux miennes. Le motif correspondait exactement à mes bottes. Les traces s'éloignaient de la cabane en ligne droite, puis s'arrêtaient après 6 mètres. Juste arrêtées. De la même manière que les mystérieuses traces de Queen dans le taureau-phare. De la même manière que tout ce qui était inexplicable dans cet endroit semblait se terminer sans résolution. L'hélicoptère est arrivé le matin du 3e jour. Le pilote a dit que j'avais l'air mal. Que j'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans. J'avais 34 ans, mais il a dit que j'en avais l'air de 44. J'ai vu mon reflet dans la vitre de l'hélicoptère. Il avait raison. Mes cheveux avaient blanchi aux tempes. Des rides profondes autour des yeux qui n'étaient pas là 11 semaines plus tôt. Le psychologue du parc a mené une évaluation. Protocole standard pour une extraction anticipée. Elle n'a trouvé aucune preuve de maladie mentale, aucun symptôme psychotique, aucune hallucination correspondant à des critères diagnostiques, juste une réponse de stress extrême compatible avec un isolement prolongé dans un environnement hostile. Elle m'a demandé si je retournerais à des missions hivernales dans l'arrière-pays. J'ai dit non. Elle l'a noté dans mon dossier et m'a déclaré apte à reprendre mes fonctions régulières. Il voulait envoyer un autre rangé à la cabane de taureau-phare pour terminer la saison hivernale. J'ai dit à mon superviseur qu'il devrait brûler la cabane, qu'elle n'était pas sûre, que quelque chose n'allait pas avec cet endroit d'une manière que je ne pouvais pas articuler. Il m'a regardé avec sympathie mais n'a pas pris ma recommandation au sérieux. 2 semaines plus tard, un ranger nommé Marcus a été envoyé pour terminer la mission hivernale. Il a tenu 12 jours avant de demander une extraction. Il a refusé d'expliquer pourquoi. Il a rédigé un rapport qui reste classifié. Je l'ai croisé 6 mois plus tard lors d'une session de formation. Il a refusé de croiser mon regard. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé dans la cabane, il s'est éloigné sans dire un mot. Je travaille toujours pour Yellowstone. Je fais des patrouilles estivales dans des zones touristiques où j'interagis avec des centaines de personnes chaque jour. Je ne ferai plus jamais de travail isolé dans l'arrière-pays. Et je ne retournerai jamais à taureau-phare. Qu'importe ce qui existe dans ce coin reculé du parc, que ce soit de la terre elle-même ou de quelque chose qui arrive à l'esprit humain quand il est poussé trop loin dans la solitude, il devrait être laissé tranquille. Certains endroits ne sont pas faits pour l'habitation humaine pendant les mois sombres de l'hiver. Certains silences ne devraient pas être rompus. Et certaines questions sur ce que nous voyons et entendons dans les profondeurs de la nature sauvage ne devraient jamais recevoir de réponse.